L'enregistrement va bientôt démarrer. Est-ce que c'est le cas, Gaël et Christophe? Voilà. Vous devriez avoir cette notification. Alors Gaël, oui, tu es toujours en mute, donc on ne c'est t'entend le pas. cas, Guillaume, hein, pour moi. Parfait. C'est OK. Parfait. OK. Je vais donc démarrer tranquillement. C'est parti. Bah, écoutez, bienvenue au club Power BI. Ravi de vous accueillir. Alors, avec toujours autant de déception que ça ne soit pas en présentiel, mais situation oblige, bien évidemment. Il nous tarde de vous retrouver autour d'une table, d'une chaise, de pizza, de bière, tout ce que vous voulez en vrai. Et pour l'instant, on va les maintenir comme ça avec la situation. On est toujours aussi content de vous accueillir, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, on va toujours essayer d'avoir une interactivité. N'hésitez pas à vous présenter, à nous poser des questions dans le chat. Dès qu'on pourra y répondre, on le fera avec grand plaisir. Je vais commencer par vous présenter un peu les news entre guillemets du club Power BI, en tout cas qui on est. Je pense que c'est important. Voilà, je vais démarrer. Hop, ici le slide. Donc on va parler aujourd'hui de quoi? Bah, d'SQL, SQL et Power BI, comment tout ça s'articule. Alors on le connaît souvent comme source de données. On va voir ce qu'on peut en faire d'autre, ce qu'il y a derrière, pourquoi on parle d'SQL tout le temps autour de Power BI. Voilà la thématique du jour. Je vous présenterai aussi quelques nouveautés, même si mes compères parisiens et marseillais, en tout cas du Sud, nous ont présenté un certain nombre de nouveautés aussi. J'en ai choisi deux qui me paraissaient intéressantes. Je vous présenterai ça après. Mais avant, ben, je vais vous présenter qui je suis succinctement. Donc moi, je suis Guillaume Godefroy. J'ai la chance et l'honneur et le plaisir et tout ce que vous voulez de vous présenter le club Power BI de Schnorr, de Lille, comme chaud. Alors on est à Lille, alors c'est vrai qu'online, il n'y a pas vraiment de frontières, c'est ça aussi qui est intéressant. Mais quand on est en présentiel, j'ai la joie pardon, et le plaisir d'animer celui de Lille. Donc voilà, et je suis aussi MVP Data Platform et MCT autour de Power BI. Donc je suis un grand passionné de cet outil-là, quelque chose qui me passionne au quotidien. Et donc j'essaie de faire de mon mieux pour que ce soit un moment agréable pour vous, bien évidemment. Quelques règles de bonne conduite. Alors pour ceux pour qui c'est la première fois, vous le savez, alors il y a des mythiques phrases. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors ça, vous le voyez, tout le monde la connaît. Mais il y a aussi des choses qui sont très importantes quand on est ensemble, que ce soit d'ailleurs online ou pas. C'est en tout cas dans le cadre de meet-up qui sont faits via Teams. Essayez s'il vous plaît, faites vraiment au mieux pour que les micros soient coupés, que les caméras soient coupées. Ça serait pas mal et que vous ne partagiez pas votre écran, s'il vous plaît, ça serait vraiment super. Voilà, ça serait vraiment très très bien. Autre chose, on va présenter un petit peu qui est le Club Power BI. Le Club Power BI, c'est qui? Eh bien, en fait, ce sont différentes personnes, bien évidemment, mais qui sont tous passionnés par cet outil, par l'univers de la Power Platform, etc., et tout ce qui s'ensuit. C'est surtout aussi des volontaires. On est tous là sur notre temps personnel. On est tous là animés par une passion commune, mais on est là à titre bénévole. J'insiste bien, le club, ce sont des bénévoles. C'est important de le rappeler, je pense. C'est qui l'équipe? Ben, initialement, Jean-Pierre et Tristan, qui ont été les cofondateurs du Club Power BI il y a quelques années maintenant, avec, entre guillemets, le parrainage d'Isabelle, qui sont donc demi parisiens. Moi-même, sur l'île, maintenant que on a fait connaissance, super, parfait. On ne voit plus tes diapos, c'est ça? Alors, c'est assez étrange. On va recommencer le partage d'écran. Hop, on va recommencer le partage d'écran. Tac. Je vais recommencer ce partage et vous allez me confirmer que maintenant, est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Parfait. Donc je disais, voilà, on a Lille, Lille, Paris, Strasbourg avec Philippe, Lyon, Marseille, nos deux compères marseillais, et puis Nantes avec nos deux compères aussi. Et j'ai l'honneur et le plaisir vraiment important, c'est pour nous important d'ouvrir d'autres régions. Alors, on veut vraiment l'ouvrir en présentiel, mais encore une fois, c'est difficile avec la situation. Je vais laisser Gaël et puis Christophe qui seront les nouveaux responsables de la région de Bordeaux, au sein du club Power BI. Attention Gaël, ton micro est toujours en mute. Je vais vous laisser les présenter leur équipe, ce qu'ils ont derrière la tête, comment ils vont s'organiser par la suite. Voilà. Gaël, Christophe, à vous la parole. Je t'en prie, Gaël, hein, à toi, vas-y.
Allez, je me lance. Ben, bonjour à tous. Donc moi, vous avez compris, c'est Gaëlle. Donc je suis vraiment très heureuse de rejoindre le club Power BI et de pouvoir animer Bordeaux très prochainement. J'espère que vous serez vraiment nombreux. Je vais juste dire quelques mots pour pas que l'on soit retardé sur la présentation que Guillaume nous a prévue aujourd'hui. Donc moi, je travaille pour la société Axus, qui est une société donc bordelaise et qui est sur Mérignac. Et pour vous en dire davantage sur mon profil, donc moi j'ai plutôt un parcours de scientifique. J'ai travaillé 5 ans dans la R&D, voilà, dans le secteur de la défense et du spatial. Ce qui fait que je suis arrivée très tard sur le secteur informatique et que on peut dire qu'on a officialisé la rencontre entre Power BI et moi en 2018 chez CGI. Voilà, nous sommes définitivement rencontrés, on ne s'est plus jamais quittés. Et aujourd'hui, voilà, je suis donc chez Axus et j'essaie de vraiment de promouvoir cette technologie que j'adore auprès de nos clients. Donc voilà, j'espère que vous serez vraiment nombreux très prochainement. Et puis, je vais passer la parole à Christophe. Yas était en cours de connexion, un petit retard. Peut-être qu'il sera parmi nous. Sinon, Christophe, on dira quelques mots sur notre collaborateur. Voilà, Christophe, tu peux y aller. Bien, merci Gaël et merci Guillaume et à toute l'équipe de Lille de nous laisser un petit temps de parole pour nous présenter. Pour confirmer qu'il y a bien une équipe sur Bordeaux qui est en train de se constituer et qui va, nous l'espérons, venir agrandir le club Power BI dans les prochains mois. Donc moi, je rejoins effectivement Gaël et Yas qui se sont présentés lors du dernier meet-up également. J'ai un profil plutôt utilisateur métier. Donc j'utilise régulièrement moi Power BI dans le cadre de mes fonctions dans la direction financière. Donc comme je travaille plutôt dans des structures de taille moyenne, on va dire que je mets un peu les mains dans le cambouis, donc je m'en sers un peu tous les jours. Et pour ma part, j'ai découvert Power BI il y a à peu près 3 ans également. J'ai trouvé que c'était un outil qui était vraiment incontournable pour tout ce qui était reporting, élaboration budgétaire, notamment quand c'est couplé avec Excel. Donc voilà, je suis vraiment orienté métier et utilisateur dans les métiers de la finance. Voilà, parallèlement, j'ai aussi une petite casquette de... en fait, j'interviens dans les programmes grandes écoles donc pour former à Power BI. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est bien un outil qui intéresse de plus en plus de monde et qui va compter de plus en plus, puisque les grandes écoles s'y intéressent. Et puis ensuite, voilà, j'ai découvert le club il y a à peu près 1 an, moi, donc j'ai suivi toutes les sessions. Donc j'apprécie la qualité des informations et la pédagogie aussi, et je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les niveaux et tous les profils. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un gros blanc sur la carte de France du club, donc j'ai proposé de venir rejoindre le club de Bordeaux. Donc c'est un petit challenge pour moi aussi, et j'espère qu'on vous retrouvera très bientôt. On va laisser la parole à Yas, mais vraiment un point qui est important, c'est cette communauté en fait. Aujourd'hui, le club Power BI est communautaire, c'est-à-dire qu'on est là pour partager, on est là pour échanger, on est là pour donner la best practice, etc. Ce n'est pas un club de formation entre guillemets. J'en profite pour ceux qui ont les webcams d'allumer, sauf pour Christophe Gaël-Yous, de Elias, pardon, de bien couper la caméra, s'il vous plaît, pour tout le monde. Les webcams, ça sera mieux pour tout le monde. Mais effectivement, c'est bien un club communautaire, c'est très important. Yas, si tu veux te présenter en 1 minute, on prenne après la suite du programme. Est-ce que tu peux te présenter? Et Mourad, est-ce que vous pourriez fermer votre webcam, s'il vous plaît, si c'est possible? Ça serait chouette. Merci beaucoup. Je t'écoute, Yas. Présente-toi rapidement, dis-nous tout. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Yasuo Terukashu, je suis consultant, notamment Power BI pour la société Telio. Alors, j'ai découvert Power BI il y a environ 5 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, j'ai pas réussi à m'en sortir. Donc, je suis accroché à la techno. J'en fais quasiment tous les jours. J'ai la chance de pouvoir en faire quasiment tous les jours. Et du coup, je suis des meet-up depuis quelques mois maintenant. Très heureux de faire partie de la grande famille du club Power BI. Quand on m'a parlé de l'ouverture de Bordeaux, j'ai foncé, je me suis dit, c'est une opportunité vraiment pour pouvoir faire connaître les talents que l'on a au niveau local. Voilà, ravi d'être parmi vous et à bientôt du coup pour plein de présentations et pour plein d'animations. Merci beaucoup à vous trois, les Bordelais. On est vraiment ravis de vous rejoindre dans la grande famille du Club Power BI. C'est vraiment une très bonne nouvelle. On vous laissera après communiquer sur les réseaux qui vont bien, nous suivre pour vos futures dates de meet-up, qu'ils soient en présentiel ou pas. C'est à vous de juger. Vous verrez comment vous organisez tout ça. Mais on est convaincus en tout cas, on est vraiment ravis de vous recevoir. Donc, welcome vous trois. Bonne longue vie à Bordeaux. Et puis, si vous me le permettez, je vais continuer
cette présentation du club. Pour ceux qui sont nouveaux, alors je sais que dans le chat, il y en a certains qui sont nouveaux, donc encore une fois, c'est vraiment super d'avoir entre guillemets du sang neuf, tout ça dans le Meetup. C'est toujours bien que des nouvelles personnes s'intéressent à ce club, à la technologie du club, etc., au club Power BI dans sa grande largeur. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vais donc faire un petit peu aussi, rappelez-vous, le Club Power BI, c'est bien évidemment quelqu'un qui est, on est présent bien évidemment sur le web, hein, pour faire simple. Alors, on est présent sur plusieurs choses. On a notre site, bien évidemment, qui est le site du Club Power BI. Vous connaissez maintenant. Le Club Power BI, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est tout simplement un site où on va retrouver plusieurs choses. Nos meet-up, ils sont tous référencés sur nos meet-up. Donc là, pas de souci par rapport à ça. Vous retrouverez toutes les différentes dates, etc. La chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, pourquoi? Eh bien tout simplement la chaîne YouTube, vous allez retrouver tous les enregistrements de toutes nos sessions. Tout ce qu'on fait en live, on se l'enregistre et après on le remet à disposition de tout le monde. Il y a une bibliothèque je n'ai pas compté, mais il y a un certain nombre de vidéos. Le forum. On a pu connaître depuis quelques semaines maintenant, il y a un petit changement au niveau du site, quelques soucis techniques qui est indépendant de notre volonté. Donc, il y a quelques petits soucis techniques qui subsister encore de connexion, de forum, c'est un peu mélangé, etc. On y travaille. C'est en train, au fur et à mesure, hein, de Meetup, de vraiment s'améliorer. On attend toujours quelque chose de définitif, mais le forum fonctionne toujours bien. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions en français, on y répondra en français. Et bien évidemment, vous pouvez nous suivre l'actualité sur Twitter, forcément, le grand classique qui va bien. Je continue aussi pour les prochains meet-up parce que il y a 2 meet-up sur le mois de février, c'est déjà pas mal, c'est un mois court, il y a 2 meet-up. Il y aura le 18 février avec nos membres de Paris, avec Jean-Pierre et Tristan qui nous feront un meet-up comme d'habitude de haute volée sur les boutons, les axes dynamiques, les switches, la fonction switch, etc. Et un deuxième avec un Rex sur Power BI Report Server par Marie et Thomas le 25 février. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, je vous invite bien évidemment à vous y inscrire. On ne peut accéder au Meetup que si on est inscrit sur le site Meetup. Voilà, vous n'avez le lien que si vous êtes inscrit sur le site. Donc n'hésitez pas à le faire, bien évidemment. Je vais donc attaquer le sujet rapidement des nouveautés. Alors, les nouveautés, pourquoi? J'en ai choisi 2 de nouveautés. Tout simplement parce qu'elles ont été traitées aussi par mes compères en amont sur les deux précédents meet-up. Alors j'en ai choisi 2 et je vais tout de suite vous reprendre. Je vais reprendre la main directement sur l'écran. J'ai choisi 2 nouveautés qui sont les suivantes. La première, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui est une fonctionnalité qui s'appelle la publication personnalisée. Quand on est dans Power BI, en fait, eh ben, on a maintenant l'opportunité, quand on publie, de personnaliser le message. Alors, je vais vous faire tout de suite voir l'écran qui va bien. Vous savez, quand on publie dans un espace de travail, en fonction de ce qu'il y a comme message, est-ce qu'on veut écraser ou pas, c'est notre problème. Ici, vous avez un message. Ça peut paraître bête, mais ça, c'est personnalisable maintenant. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, on peut mettre des best practices, on peut mettre des règles de publication, on peut rappeler aussi peut-être des notions de confidentialité quand on le fait. Comment ça se paramètre, ça? Alors ça se paramètre très simplement. Hop, je vais ici vous le faire voir tout simplement sur le site. Hein, c'est quand on est sur la plateforme Power BI, tout simplement, ça va se paramétrer de ce sens-là. Je regarde, il y a des petits messages, Julie y répond, donc c'est parfait. L'écran, tout va bien, vous le voyez bien, confirmez-moi. Oui, juste un petit oui dans le chat pour être certain que tout se passe bien. J'ai l'impression qu'il y a eu des petits soucis. Julie, tu me confirmez que tout se passe bien? Merci Joël, parfait. Et donc quand vous êtes sur le site, sur votre plateforme d'administration du site, le Power BI Service, eh bien, cette petite chose, tout simplement, se trouve dans votre portail d'administration. Alors, ce n'est pas qu'une petite option dénuée de sens, surtout pas. Ici, vous remarquerez que vous avez cette nouvelle fonctionnalité, entre guillemets. Alors, comment elle fonctionne? Elle fonctionne avec 2 choses. Première chose, on peut l'activer pour tout ou partie, comme d'habitude, dans toutes les fonctionnalités. On peut l'activer pour tout ou partie, je dirais, entre guillemets, de l'organisation. Soit on le fait pour un groupe de sécurité particulier, soit pour tout le monde. OK. Deuxième chose, on va utiliser ce qu'on appelle ici les markdown. C'est quoi les markdown en fait? Eh bien, si je reviens sur mon écran de gauche, quand on publie ici, on va pouvoir mettre du gras, on va pouvoir mettre un titre un peu plus gros, etc. Comment ça fonctionne? Eh bien, il faut tout simplement aller sur le site des markdown et vous avez une syntaxe qui est très bien faite. Et c'est une syntaxe un peu particulière, mais qui est beaucoup utilisée dans Power BI sur certaines fonctionnalités.
avec des hashtags qui permettent du titre de niveau 1, de niveau 2, etc. Comment on fait pour aller à la ligne, comment on met en gras, comment on met en italique. Voilà, ça se paramétrera avec cette syntaxe-là. Je ne vais pas vous faire la démonstration tout de suite. Dans mon exemple ici, j'ai utilisé ces fameux markdown pour mettre du gras entouré d'étoiles, etc., etc. Première fonctionnalité, je rappelle, l'intérêt certain est de pouvoir rappeler des stratégies de publication. Ça, c'est une première chose. Deuxième nouveauté, elle est toujours au niveau du service. Et celle-là, je suis contente de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand même un petit peu de la sécurité. Alors, pour ceux qui nous suivent, je pense que maintenant, vous savez qu'on a des... Enfin, en termes de sécurité, c'est quand même quelque chose qui est, je crois, incontournable et indissociable de Power BI. On en parle beaucoup, la sécurité de la data, etc. Eh bien, ça tombe bien, parce que maintenant, ils ont sorti, ils ont complété en tout cas, les fonctionnalités qu'on avait d'export. Avant, ça s'arrêtait au format Excel, etc., etc. Depuis le mois de décembre, petit rappel, traditionnellement, en janvier, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'update chez Power BI, chez Microsoft. Donc c'est celle de décembre, il n'y en a pas en janvier, c'est toujours été comme ça. Donc en décembre, ils nous ont sorti celle-ci. Par exemple, maintenant, on peut choisir si oui ou non, une catégorie ou non d'utilisateurs peuvent exporter leur rapport en CSV. Est-ce que on peut télécharger le fameux PBIX? Rappelez-vous, quand on est sur le web, on a l'opportunité ou pas de le faire. Alors, c'est d'une part conditionné à vos droits dans le workspace, bien évidemment, mais c'est aussi et surtout conditionné maintenant potentiellement à ça. Hein, que même si on avait les droits de le faire quand on est administrateur d'un workspace ou pas, on pourrait aussi le désactiver dans un deuxième niveau qui serait est-ce que j'autorise de télécharger le fichier PBIX ou pas? Alors ça, c'est pas mal. Après, ils ont fait toute une série aussi avec ce qu'on appelle les connexions actives, les connexions avec Excel notamment. Il y en a beaucoup qui vont analyser dans Excel, tiens, comment je peux le griser? Et bien maintenant, on peut le faire. C'est tout nouveau. Ils l'ont fait aussi pour tout ce qui est les formats, les rapports paginés. Tout ça, c'est pour les rapports paginés. Voilà. Bref, ils ont complété la liste des exports possibles pour encore un petit peu plus sécuriser. Voilà. Je voulais faire le point sur ces deux nouveautés qui sont services pour le coup et dans lesquelles je voulais faire le petit point. Parfait. Voilà pour les nouveautés. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin dessus. Ils en ont beaucoup parlé avec Joël, Tristan et Franck. Ils ont fait beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas refaire de la redite. Je vais me concentrer sur la deuxième thématique de la journée qui est tout simplement SQL et Power BI. Alors, c'est un sujet vaste en fait. C'est un sujet vaste. Pourquoi? Tout simplement parce que on connaît tous SQL comme source de données. On va chercher des requêtes, des vues, des tables. Encore faut-il avoir d'ailleurs ce qu'on met comme terme derrière. Mais je vais quand même enfoncer une porte ouverte. C'est-à-dire que stratégiquement, la fraction de fonctionner de Power BI, alors quand on dit SQL Server, il faut bien préciser aussi ce qu'on raconte. SQL Server, c'est quoi? C'est pas que le langage transact, c'est pas qu'un select étoile from, pas du tout. SQL Server, c'est différentes technologies, c'est le moteur SQL en lui-même, ça peut être SSRS avec Reporting Services, ça peut être SSAS avec Analysis Services, ça peut être SSIS avec Intégration Services. Et je me suis posé la question de, dans tous les cas de clients qu'on accompagne, on a beaucoup de formations de base SQL, excusez-moi. Comment on peut essayer toujours d'optimiser, d'aller chercher, de comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est bien de faire une connexion à SQL. Encore faut-il savoir comment il fonctionne derrière. Alors la première chose, vous le savez forcément, mais je vais quand même vous rappeler cette chose-là, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement de Power BI, quand vous ouvrez un Power BI, de toute façon derrière, ici, qu'est-ce qu'on va retrouver dans Power BI? On va retrouver ici ce qu'on appelle de l'analysis services. Donc, de toute façon, même si vous n'avez pas de serveur, est-ce que entre guillemets sur votre machine, vous travaillez sur la techno SSAS, Analysis Services. Déjà, ça, c'est pas anodin, ok? Ça veut dire qu'on va pouvoir voir ce qui se passe un peu, ce qui se cache derrière Power BI. Première chose. Deuxième chose, je suis plutôt au mode curieux, moi. C'est-à-dire que j'aime bien aller chercher un peu ce qui se passe dans les fins fonds du programme, etc. Alors, je me suis intéressé à ce qui se cachait derrière Power BI, avant même de parler de la source SQL. Eh bien, si on est un petit peu curieux dans tout ça, à chaque fois qu'on va ouvrir un rapport Power BI, d'accord, en fonction de si vous l'avez installé via l'App Store, soit si vous l'avez installé directement par le fichier MSI, ce ne sera pas le même chemin d'accès, mais à chaque fois que vous créez un rapport Power BI, il y a des choses qui se passent derrière. Et donc, eh bien ici, vous allez retrouver pour chaque rapport un dossier qui va se créer de façon totalement dynamique. OK? Et dans ce dossier, il y a plein de choses.
il y a pas mal de choses, il y a des dossiers qui sont un peu étranges, mais si on y regarde de plus près, on se dit, tiens, première étape, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, si je cherche un petit peu, derrière chaque connexion, il va vous créer ce qu'on appelle une metadata SQLite. Alors, SQLite, je ne sais pas si vous connaissez cette technologie de SQLite. C'est quoi, en fait, in fine? Eh bien, ce sont toutes les métadatas de Power BI qui sont créées. D'ailleurs, on va essayer de faire un petit test ici. Je vais me remettre un petit peu en arrière et je vais essayer de créer une nouvelle fenêtre Power BI. On va voir un peu ce qui se passe. Hop, instantanément, vous l'avez vu d'ailleurs, il m'a créé un dossier sur mon disque, ok, avec énormément d'informations. Déjà, ça va être riche d'informations. Alors, je vais le laisser, d'ailleurs, je vais l'arrêter, c'est peut-être pas nécessaire. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Dans ce dossier, qu'est-ce qu'il me crée? Ouah, pas mal de fichiers un peu étranges. Première étape, encore une fois, je reviens ici, il m'a créé cette base de données, SQLite. Je vais rentrer dedans. Et on va essayer d'un peu de comprendre ce qui se passe. Et bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? À chaque fois que vous le créez, vous avez ça. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'intégralité de ce qu'il y a derrière votre Power BI, donc toutes les tables qu'on ne voit pas nécessairement. Je vais prendre un exemple. On a une table qui me liste mes tables. D'accord? Alors ici, on va bien évidemment prendre la bonne connexion. Ça serait plutôt intéressant de prendre le bon rapport Power BI. Ça sera plutôt celui-ci. Voilà. Si je ne prends pas le bon, ça ne va pas marcher. Et si je l'ouvre, si j'ouvre cette SQLite, eh bien, quand je prends la structure, ici, j'ai quoi? Je vais retrouver, par exemple, toutes les tables qui sont disponibles dans mon rapport. Vous allez me dire, bah ouais, mais ça ne sert à rien. Oh là, non. On va découvrir qu'il y a beaucoup de choses cachées derrière. Par exemple, on pourrait se dire, ah, tiens, moi j'ai besoin de documenter. Alors, il y a plein d'outils tierces qui le font. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ça fonctionne derrière. Par exemple, on dit, bah attends, c'est quoi toutes les mesures? Ben voilà toutes les mesures que j'ai dans mon rapport. À quelle table elles sont rattachées? J'ai donc ici, par définition, à quelle table elles sont rattachées derrière ici. J'ai tous les champs qui me permettraient de faire des ressources, des requêtes, avec le nom des tables, l'ID de la table. Par exemple, si je veux me faire un CSV rapide, par exemple, pour exporter tout ça, j'ai l'opportunité de me faire un petit CSV pour exporter documenté. Je retrouve bien toutes mes mesures. Donc, vous voyez déjà, le fonctionnement même de Power BI, il est basé sur SQL. Alors, SQLite étant pas du SQL comme on l'entend à proprement parler, qui est un cousin très très proche, mais on peut faire pas mal de choses. Et donc, m'est venue une idée, peut-être saugrenue, mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer ici peut-être un rapport Power BI qui pourrait aller me chercher les informations qui elles-mêmes sont basées sur ça. Alors, je vais couper les micros de certains d'entre vous qui sont encore activés. Si c'est possible, si tout le monde peut fermer son micro, ça serait super. Il y a des petits bruits d'à fond, c'est pas très grave. Et donc, je vais ouvrir ce fameux rapport qui ne devrait pas tarder à s'ouvrir, qui va me permettre de me connecter à cette fameuse base SQLite et me ramener l'information qui va bien. On va attendre qu'elle s'ouvre. Elle devrait s'ouvrir dans quelques instants ou pas, sinon c'est pas très grave. Et donc, j'aurai un moyen presque dynamique de venir, entre guillemets, documenter via un rapport Power BI, un rapport qui est déjà ouvert. Ça pourrait être hyper intéressant. Alors, je pense qu'il n'a pas voulu m'ouvrir, c'est pas gênant. Je vous ferai voir tout à l'heure. Pas de problème. Ça, c'est le premier point. Donc, SSAS, SQLite. Deuxième point, si je retourne dans ce fameux dossier ici, qui est ici, là, okay, je reviens un petit peu un cran en arrière, je vais remarquer deux choses. On me dit, ouais, SSES, donc Analysis Services, il faut récupérer le port dynamique pour pouvoir se connecter avec les outils tierces. Alors, oui et non. Avant, c'est vrai. Avant, vous avez raison. Avant, c'était le cas. C'est-à-dire que quand j'étais ici, effectivement, si j'ouvrais un DAX Studio ou un Tabular Editor, peu importe, okay, j'avais effectivement l'obligation, entre guillemets, de renseigner le port. Maintenant, vu que c'est intégré, quand on ouvre, par exemple, un DAX Studio, effectivement, vous voyez qu'il va vous faire ça nativement. On va attendre 2 secondes qu'il se charge. Et sur mon écran de droite, vous remarquerez qu'en bas, ici, je vais essayer de vous l'entourer. Et ici, effectivement, il y a un port qui apparaît, le 57321. Donc, on pourrait le récupérer comme ça. C'est une façon de faire, mais si on est un petit peu curieux, on va remarquer qu'il y a un fichier qui s'appelle port.txt. Ouvrons 57321. Ça veut dire que sans outil tierce, quelque part, je connais le port. Alors, ok, ça sert à quoi? Ça sert à deux choses. Ça sert à deux choses, c'est-à-dire que si on est ici un petit peu, entre guillemets, un peu curieux, on va dire ça comme ça, eh bien, mon fameux port 57321, c'est bien ça, me permettrait, grâce à Management Studio, qui est un outil très connu, ok, eh bien,
d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que je vais retrouver? Tiens, ça c'est quoi ce numéro qui est là? Eh bien, on va le retrouver tout à l'heure dans le jeu de données qui est ici. Vous avez vu? Si je partage mes deux écrans maintenant, alors ça va être très petit pour vos yeux, mais je vais le faire d'un côté. D'un côté, on a un jeu de travail qui s'appelle E40808, et à mon écran de droite, je retrouve bien le E40808. Donc il y a cette interconnexion déjà. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? On va aller voir. Bah, j'ai la liste des tables. Bon, j'ai la liste des rôles. Hein. On va dire, ouais, bah, ça je l'ai déjà dans Power BI. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Or, moi, ce que je fais souvent dans nos missions qu'on accompagne là-dedans, quand on a des problématiques, on dit, ouais, mais j'aimerais savoir un petit peu, une fois que j'ai importé dans Power BI, vous savez, quand on est dans Power BI, par exemple, je prends un exemple, imaginons, je ne sais pas, dans une connexion, et puis dans cette table, je vais dans une table au hasard, un petit peu au hasard ici, et ben, j'ai de savoir un petit peu de besoin, ce qu'il y a comme données, filtrées sur les années, etc. Pas si pratique. Combien il y a d'années disponibles dans mon jeu de données? Il faudrait que je fasse un filtre, etc. Eh bien, on pourrait imaginer, grâce à ce que je vous ai fait voir à l'instant, se connectant au modèle SSAS qui est derrière, par exemple, de se dire, ben, allons voir un peu ce qu'il y a derrière. Faisons une requête dite MDX, qui est un standard, hein, le MDX, qui est très connu dans le métier de SSAS. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va retrouver la structure de nos tables. Par exemple, mon Sales Order Rider, ici, on va descendre un petit peu, on va retrouver tous les champs disponibles. Et puis, par exemple, je ne sais pas, ben, j'ai besoin d'avoir, par exemple, dans les dates, voir un peu ce qu'il y a dans l'intérieur de ça. Ben, je vais retrouver toutes mes informations de date, je vais pouvoir retrouver mes membres, je vais pouvoir faire des filtres et potentiellement des choses avec, et m'amuser. Et donc, on va se dire, bah, difficile à faire directement dans Power BI, sauf à faire un petit visuel. Ben, on va faire un peu, entre guillemets, du SQL. Le MDX est quand même très, très proche de SQL. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans le chat connaît le MDX. Peut-être que je serais intéressé de savoir si quelqu'un connaît le MDX dans le chat. Et si quelqu'un est plutôt à l'aise avec le SQL, vous allez voir ce que vous en pensez. Qui connaît le MDX dans le chat? Tiens, ça m'intéresse d'avoir ce retour. Si quelqu'un peut me dire coucou, me dire je connais rien ou je sais pas ce que c'est, ça m'intéresse. En tout état de cause, je vais regarder vos réponses quand même parce que je vous pose la question, est-ce que serait bien? Moi, Jean-Pierre, forcément le vieux de la vieille du MDX, Jean-Pierre. Il n'y a pas de secret pour toi, mais ce que je veux dire, c'est que je vais faire un parallèle avec le SQL. Regardez bien. Quelque chose de très bête, c'est que j'aimerais comprendre ce qui se passe dans mon jeu de données. Alors, vous connaissez tous le select qui va bien. Et là, il y a une petite syntaxe potentiellement qui peut vous décontenancer, mais c'est vraiment à la marge. Et puis, j'aimerais avoir, par exemple, en colonne, d'accord, on columns, petit exemple, comme ça. J'aimerais avoir à l'intérieur, qu'est-ce que je voudrais mesurer? Eh bien, je vais aller rechercher dans ma table des mesures. Donc, en fait, lui, nativement, hein, parce qu'on est sur une techno SSAS, il fait le parallèle. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez créé une table des mesures dans Power BI qu'il vous le met ici. Non, il sait que c'est un style de données mesure, tout à fait différent. Okay, eh bien, ici, à l'intérieur de ça, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Je vais ouvrir mes dossiers. Et là, par contre, le dossier mesure, c'est bien moi qui l'ai créé, pour le coup. Okay, dans Power BI, ça, c'est un grand classique. Et puis, admettons, tiens, donne-moi un chiffre d'affaires, par exemple. Et puis, tout simplement, un chiffre d'affaires comme ça de la France. OK. On est en SQL, donc je vais séparer entre guillemets mon instruction ici aussi encore avec une virgule. Et puis, je vais rajouter ici, tiens, ça je voudrais en ligne, on va marquer en ligne par exemple, j'en sais rien, on rows. Eh bien, j'aimerais calculer par exemple depuis la table des territoires. Tiens, allez, prenons une table des territoires, un petit peu au hasard. Donc, dans la table des territoires qui doit être quelque part par ici, voilà. Eh bien, ici, je vais avoir des champs. Et puis, j'ai des noms de territoires. OK? J'ai donc ici l'objet territoire que je vais glisser ici. Eh bien, tout simplement maintenant, on va lui dire quand même autre chose aussi, quand même, c'est qu'on est un petit peu, enfin c'est comme le SQL, il va me dire de quelle base. Alors ici, ma base, elle est montée entre guillemets encore une fois en mémoire, donc elle s'appellera modèle. Modèle, c'est celle qui est ici. Hein, je vous redonne mon exemple ici, c'est bien celle qui est ici. Bon, je ferme ça. Si j'exécute ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez remarqué que j'ai l'opportunité quasiment, bah, c'est pas quasiment, en live, d'aller voir ce qu'il y a dans mon dataset qui, quand je retourne sur mon écran de gauche, eh ben, c'est pas évident, au lieu de faire un petit visuel qui va me dire, bah tiens, je voudrais le chiffre d'affaires par pays, machin, etc. D'accord? Eh bien ici, je peux venir requêter, je suis en live directement sur mon jeu de données local, pour le coup, parce que je suis connecté sur le port local, ok? Eh bien, je peux commencer à travailler avec mon jeu de données et puis faire des petites requêtes, un peu comme en SQL, c'est quoi mon chiffre d'affaires? Et puis ici, je me rends compte que j'ai fait une mesure qui ne filtre la France, ça tombe bien, j'ai bien une intersection propre qui donne bien les chiffres d'affaires de la France et qui, en plus, vous remarquerez la chose suivante, ici, embarque
le format tel qu'il est défini dans Power BI. C'est-à-dire que je devrais pouvoir faire un test. Je pense que ça devrait marcher, mais alors on va le tester quand même. Ça veut dire que ici, dans ma mesure qui s'appelle, par exemple, je pense que je l'ai mise dans cette table ici, dans la order reader. Ici, je prends ma mesure qui s'appelle total UDQ pour le direct query, parce que je suis une table en direct query. Si ici, je viens par exemple lui dire je veux un entier, ok, et que ici, je vais essayer de lui dire je veux un séparateur de décimales, de milliers, autant pour moi. OK. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? En théorie, sur notre écran ici, je devais faire un petit refresh de la metadata. Alors, on va essayer de le faire en live, hein. Mais boum! Donc, il y a bien une interconnexion. Et ça me permet de voir, avant de construire un visuel, etc., de faire des petits agrégats. Première chose. Voilà, ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Donc, première utilisation, notamment, de ce qu'il y a derrière. Bon. Deuxième chose, c'est que, vous savez, c'est assez connu. Parfois, on est en train de mettre à jour que certaines tables, mais pas toutes mes tables. Par exemple, ma table ici, des territoires, un petit peu au hasard, je vais actualiser les données, mais pas les autres. Ça veut dire que je vais ne faire qu'un refresh d'une seule table. Et puis à un moment, on se dit, mais je suis un peu perdu. Qu'est-ce que j'ai rafraîchi in fine? Eh bien, on va regarder. Tout simplement ici, bouton droit, si je prends les propriétés de la table, je vais remarquer qu'à 13h02, actuellement, j'ai bien rafraîchi cette table. À contrario, par exemple, ici, j'ai remarqué que cette table n'a été rafraîchie que ce matin. Donc, potentiellement, je pourrais peut-être créer des distorsions. Donc, on a cette information qu'on n'a pas, entre guillemets, nativement dans Power BI. OK? Alors, il y a des mauvaises langues qui vont me dire « Ouais, c'est pas tout à fait vrai, on a l'information, etc. » Oui, on pourrait l'avoir de façon détournée, mais par exemple, on peut se connecter à des outils, je dis de management ou de gestion, je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, mais de Power BI grâce à ce management SQL Analysis Services. Ça, j'aime beaucoup. OK? Bon, voilà, ça, c'est un point. Je continue un petit peu, parce que je vois que l'heure tourne, je suis très bavard, je pensais passer 3 minutes sur ce point-là, j'ai déjà passé beaucoup trop de temps. Une fois qu'on a fait tout ça, on va revenir un peu dans Power BI tout de même. Alors, une fois qu'on a compris que derrière, il y avait du SSAS, du machin, du SQL, on va rentrer un peu vite dans le détail, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Première étape, on parle de direct query. On parle de mode import, on parle de tout ça. Ok, vous avez tous compris que le mode import, j'importe la data et je vais travailler in memory, pas de surprise pour personne là-dessus. Je m'en profite aussi en même temps pour jeter un petit coup d'œil au chat, rien de particulier, mais tout va bien, c'est cool. Et on parle aussi du mode direct query qui, lui, en fait, est, je vais simplifier, mais enfin, c'est exactement ça, mais je vais vulgariser, il est directement connecté, entre guillemets, au serveur SQL, donc il va travailler en back-end. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire travailler, quand on va faire une requête, on va aller chercher directement l'information sur le serveur, c'est lui qui va, entre guillemets, l'exécuter, qui va l'exécuter, qui va la calculer, qui va renvoyer l'information directement à Power BI. Ce n'est pas Power BI qui va faire la transformation ou le calcul. Okay? Ça a tout son sens. Pourquoi? Pour plein de raisons. Alors, je vais faire un peu de propre ici, je vais réduire un peu mes petits dossiers. Première chose, c'est que quel est l'impact quand on fait une requête d'import ou de direct query? On pourrait croire que le mode import ne va pas fonctionner de la même façon, entre guillemets, derrière sur le moteur SQL que le mode direct query. Je ne suis pas tout à fait sûr. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'on appelle ici, ce qu'on appelle le native query. La connexion native, c'est quoi en fait? Eh bien, quand vous êtes sur une table classique, je vais prendre une table volontairement ici en mode import, vous remarquerez que quand on fait le bouton droit ici, on a ici un petit menu qui s'appelle afficher la requête native. Qu'est-ce que ça cause? Eh bien, ça en fait, c'est tout simplement l'instruction SQL qui va envoyer au moteur SQL pour le coup, quand vous allez faire un refresh. Qu'on soit en mode import, ou la même table, qu'on soit en mode direct query, je vais avoir la même instruction. C'est-à-dire qu'il lui va la faire comme ça. Il va l'envoyer au moteur comme ça. Ok? Alors, ça, je vais vous le faire voir. Là, ce que je vous dis, c'est important. Pourquoi? Parce que on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle des traces. Ok? Alors, c'est quoi une trace? En fait, on va lancer un outil SQL qui s'appelle SQL Profiler, que beaucoup de monde d'entre vous, peut-être connaissent. Et je vais essayer de voir un peu ce qui se passe. Eh bien, si j'active par exemple cette table-là,
Ok, je vais demander juste une petite actualisation. Vous remarquerez, alors j'ai fait mon écran, une actualisation sur la table. Alors je vais partager mes deux écrans, comme ça vous verrez. Et ici, je vais vider ma trace, d'accord? Ça veut dire que si sur mon écran en bas à droite, je me demande une mise à jour, par exemple ici, de cette table, instantanément ici, qu'est-ce qui va se passer quand je vais la lancer? J'ai une trace qui se met sur votre écran en haut à gauche. Si je reprends cet écran en haut à gauche, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, il va essayer, cet outil de profiler va venir regarder ce qui se passe comme instruction. Qu'est-ce qui est envoyé de l'autre côté à Power BI, à SQL, pardon. Ok? Donc il va savoir ce qui est envoyé. Et donc on remarque que, in fine, globalement, hein, entre une requête locale et une requête direct query, on a la même instruction, sauf que, et là c'est tout à fait différemment, c'est que parfois, on va se dire, bah tiens, j'ai une requête en import, et puis je vais faire, petit exemple, une requête d'agrégation. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet dans la requête d'agrégation, mais vous connaissez peut-être, j'ai une table, entre guillemets, maître, sur lequel je vais me baser. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement me baser sur cette même table, et je vais faire des agrégations. Pourquoi? Eh bien, peut-être pour avoir une table plus courte, pour faire des choses plus synthétiques, pour se dire potentiellement, je vais gagner du temps dans les temps de traitement, etc. Alors, ça c'est intéressant parce que ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, moi, dans mon exemple, pour récupérer ma requête d'agrégation, j'ai dû, très important, j'ai dû ici ramener l'information du territoire pour faire une requête d'agrégation, parce que le territoire étant elle-même une table de dimension, j'ai tout simplement fait une fusion de requêtes, hein. J'ai ramené le champ d'une autre table pour pouvoir après, ici, faire du regroupement. Cette première étape, nom de Dieu qu'elle n'est pas anodine. Parce que si vous faites des jointures en M dans Power Query, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça peut être exploité de l'autre côté. Et hop, vous remarquez qu'ici, j'ai plus ma requête native. J'ai plus accès ici. Pourquoi? Eh bien, regardez ici, c'est une étape qui n'est pas supportée. Il faut simplement passer à l'étape qui suit en dessous. Et là, vous allez retrouver le code que va, entre guillemets, exécuter SQL derrière. C'est un petit peu plus compliqué. D'accord? Alors, quand on fait des requêtes fusionnées, et c'est peut-être pas à vous que je vais l'apprendre tout de même, mais j'aurais faire un point de précision. Quand vous rentrez dans le détail de votre requête fusionnée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, vous avez des types de jointures. Alors, souvent, on ne fait pas gauche, on ne fait pas gauche, on ne fait pas gaffe. On ne fait pas gaffe, et puis on va la laisser en externe gauche. Oui, ça marche très bien, c'est hyper rapide, ça marche, j'ai mon résultat escompté. D'accord? Alors, on va faire deux choses, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe. Cette requête d'agrégation, moi, de mon côté, je l'ai faite aussi dans SQL, je l'ai fait aussi en vue. Alors pourquoi en vue? Tout simplement, ici, une vue, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une vue, c'est qu'un code qu'on va stocker. Hein. Il n'y a pas vraiment de. On croit souvent que la vue, ça va aller plus vite. Oui et non. C'est simplement qu'on va, entre guillemets, enregistrer un bout de code à exécuter. C'est beaucoup plus accessible. Mais en soi, la vue n'est pas forcément plus rapide qu'une table. Ça ne veut rien dire, ça. Par contre, ici, quand je rentre en mode création, ok, donc je vais avoir une vue. Eh bien, cette vue en SQL, si on la regarde de plus près, ici, je vais fermer mon petit MDX, hein, qui ne sert plus à rien maintenant. Et ça, je vais le fermer aussi. Hop, on va refaire une requête SQL, une nouvelle requête. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, ce code, je vais venir le positionner à ma hauteur. Alors, c'est simplement un group by que tout le monde connaît. J'ai sommé sur les deux champs que je veux additionner, entre guillemets. Ok. Bon, ça, c'est ma requête vue SQL pure. Maintenant, je fais maintenant du côté notre ami Power BI. Eh bien, si je retourne de mon côté Power BI ici, j'ai fait une requête fusionnée, je reprends le code. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais des lignes groupées pour après avoir uniquement une synthèse sur mes territoires. Si je prends cette requête native, cette requête, je vais venir la copier, d'accord? Et je vais tout simplement venir la comparer avec celle qui est écrite en SQL d'un côté et comment le moteur qui est derrière dans Power BI, notamment dans Power Query, l'a interprétée. Un petit peu plus longue. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est moins performante. Ce n'est pas le propos du moment. Okay? Ce qui m'intéresse, c'est que quand on ne fait pas gaffe à des jointures, alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique des SQL, mais on a ce qu'on appelle des jointures, des inner joins, des left joins, des cross joins, peu importe, on a des jointures qui sont très importantes d'un point de vue performance. Pourquoi? Eh bien, d'ailleurs, c'est très très bien expliqué dans Power Query, quand on y revient un petit peu ici, c'est fort bien indiqué que quand on fait des requêtes fusionnées ici, eh bien, il vous dit qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez une externe gauche, auquel cas je prends toutes, très important.
je prends toutes les lignes de ma table, une première table, et si je trouve une correspondance en bas, je les remonte. C'est ce qu'on appelle ici un left join. OK? Eh bien, c'est exactement ce que je vais retrouver dans ma requête ici, left join. Par contre, on va faire un petit test de performance. Alors, pour faire un test de performance, rien de très compliqué, je vais lancer ici tout simplement l'analyseur de plan d'exécution. Mais moi, je vais le faire en mode, pour pas brouiller le résultat SQL, je ne vais pas passer en mode dite fenêtre. Je ne veux pas attendre qu'il m'affiche le résultat proprement formaté. Je vais faire en mode texte. Je vais le faire pour celle-ci et je vais le faire pour ma requête que moi j'ai écrite en SQL. Et je vais aussi la passer en mode texte. OK? Je vais faire un exemple. Dans cette première requête, alors c'est tout en bas, c'est tout petit, mais ici j'ai un temps d'exécution de 47 millièmes de seconde et 53 millièmes de seconde. Je vais lancer la même ici. Ici, je passe à 63 millièmes de seconde et 53 millièmes de seconde. C'est tout petit, je vais vous le faire voir, je vais zoomer un petit peu. Ça, c'est le résultat de la requête qui est écrite du côté Power BI, mais qui a été, je dirais, réécrite pour la livrer de l'autre côté à SQL. Et ça, c'est la requête que moi j'ai faite, okay, directement en vue. Alors, en termes d'exécution, on gagne un petit peu. Alors, c'est des millièmes de seconde, c'est des petits volumétries, pas de problème. Ce qui est important, c'est de faire attention aussi à ce qu'on envoie derrière. Parce que quand on est en direct query ou pas, on peut, si on fait des vues mal écrites, mal pensées, on ramène énormément de lignes, ou on ramène énormément de champs, ou on ramène des jointures mal gaulées, d'accord? On peut potentiellement venir effondrer les performances du serveur de prod. On peut avoir des temps de réponse très longs. Donc, je reviens sur mon Power BI ici à gauche. Cette jointure-là est importante, qui va me la passer en inner. D'ailleurs, on va regarder un peu comment lui, il l'a interprété. Si je reprends ma requête native ici, si je reprends ma requête native qui est ici, d'accord? Eh bien, je vais bien avoir ici maintenant un inner join. Donc, en termes de performance, on va retrouver les performances de la vue SQL. Alors, est-ce qu'on doit passer par une vue SQL? Est-ce qu'on doit passer par la requête native? Alors là, la réponse est toute faite. C'est pas très compliqué. Si on est en mode import, quelque part, tant que, alors je vais faire ça, j'exagère un petit peu le propos, il faudra qu'on aille plus loin dans mon explication, mais tant que, ici, j'ai la possibilité d'avoir une requête native, ça veut dire qu'on va aller interroger de façon complète pour la requête SQL Server, le moteur SQL. À partir du moment où je vais avoir, par exemple, je vous donne un exemple ici, tiens, je vais rajouter quelque chose dans mon agrégation, je voudrais avoir ici, pour des raisons métiers, admettons ici une colonne qui me donne, dans une ajout de colonne, le dernier jour de la semaine. Bon, un exemple, fin de semaine. Eh bien, aïe, 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 ça veut dire qu'ici, j'ai plus ma requête native, elle est grisée. Quel est l'impact? Ça veut dire que jusqu'ici, il va faire appel à SQL, et là, il va m'en faire un petit bout en local, entre guillemets, dans Power Query. Alors, rien de très dramatique, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne va plus avoir le query folding, c'est-à-dire on ne va plus avoir la puissance qui est très connue, qui est réputée d'ailleurs dans SQL, de traitement de data. Donc, attention à ce qu'on fait comme traitement. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire en mode import, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des traitements sans problème. Par contre, quand on passe en direct query, on va avoir des limitations. C'est-à-dire que toutes les petits traitements qu'on pourrait faire, de fusion de requêtes, etc., machin, certaines fonctionnalités CM ne sont pas prises en charge par la connexion direct query pour des raisons évidentes de performance, d'une part, et des raisons évidentes aussi de temps de réponse potentiel. OK ? Donc, le choix de la connexion est important, le choix d'écrire la requête est important. Ça, c'est une première chose. OK. Maintenant, ce qui est aussi comment dire, essentiel de comprendre quand on fait du SQL et comment ça va fonctionner, après on va avancer un petit peu sur ce sujet-là, c'est que on se dit, bah, on m'a toujours dit en formation, par exemple, mon formateur m'a dit, ouais, rappelle-toi, il faut limiter le nombre de lignes, entre guillemets, et ramène uniquement ce dont tu as besoin. C'est pas faux. Mais ce n'est pas tout le cas. Pourquoi? Je vais vous donner un petit exemple ici. Eh bien, dans ma requête, j'ai ici ajouté, dans ma requête de gauche, ici, j'ai ajouté une notion de date. C'est-à-dire que mon modèle de données va peut-être historiser 25 ans de données. Pas de problème, ça c'est un cas métier qu'on rencontre 10 ans, 15 ans, 12 ans, même 10 ans. Est-ce qu'on a un intérêt peut-être métier à ramener 10 ans d'historique en sachant que les indicateurs qu'on présente, ben, on ne ramène que 2-3 ans en arrière? La réponse, a priori, serait non. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, peut-être qu'on va avoir envie de venir de filtrer notre jeu de données. Alors, si on regarde ça, qu'est-ce qui va se passer ici?
eh bien, il va nous donner une instruction que je vais copier dans mon autre écran, pardon, à droite pour vos petits yeux. Qu'est-ce qu'il me donne? Eh bien, en fait, ici, il me fait une vue très simple avec un where. Alors déjà, un peu étrange potentiellement dans la conversion. Pour ceux qui sont un peu dans SQL, c'est un peu étrange dans la conversion. Je vois qu'il y a des chats tout va bien. Je connais un ouvrage intitulé Les fondamentaux du SQL. Ouais. Oui, pour Anne-Christine, effectivement, il y a quelques fondamentaux à connaître effectivement en SQL, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va me mettre un where. Alors, attention, parce que si on n'a pas ces petits fondamentaux effectivement en SQL, on va oublier quelques informations importantes qui sont potentiellement les index en SQL. Si on a une base qui fait 10 millions, 20 millions, 100 millions de lignes en SQL, ça ne pose pas vraiment de problème en soi. Mais si on attaque une base sur laquelle il y a autant de lignes et on n'a pas correctement indexé les champs qui vont bien, on risque d'avoir des temps de réponse monstrueusement longs et on aura l'effet inverse escompté. C'est-à-dire que oui, on va importer moins de données en M, en Power Query, en Power BI, sauf que derrière, on va avoir un traitement terrible parce que soit on a mal gaulé notre modèle, on n'a pas fait du column storing, on n'a pas fait des index qui vont bien, etc. Donc attention, chaque impact qu'on fait dans Power Query, si on travaille, qu'on soit en mode direct query ou pas avec des bases SQL, en tout cas celles qui gèrent le query folding, faites très attention aux opérations que vous faites. Et donc, je vous invite activement à, à être bien, soit bien en phase avec ce qu'on écrit en SQL, soit faire appel à votre service qui va gérer la data, à vérifier les performances de vos requêtes. Très souvent, on le voit, ça. OK? Donc, soyons vigilants. Je continue dans la démarche. Une fois qu'on a fait tout ça le native query, on se dit, bah, ouais, on pourrait faire aussi des choses. C'est-à-dire que au lieu de filtrer directement dans ma requête M, d'accord, on pourrait se dire, vous voyez ici, on se doit dire, mais est-ce que je ne peux pas trouver un moyen, parce que de filtrer, entre guillemets, en amont, directement, ici, sans passer par des étapes de filtrage, est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer directement l'information à une vue ou à une procédure stockée dans SQL? Alors, on peut le faire de de trois méthodes. Première étape, on pourrait utiliser ce qu'on appelle ici une procédure stockée, par exemple. Alors, pourquoi une procédure stockée? Il y en a qui vont me dire, mais lui, c'est un grand malade, c'est un barge. Pourquoi une procédure stockée? Tout simplement parce que dans une procédure stockée, je vais vous faire voir à droite, on pourrait utiliser ici, je vais prendre par exemple une procédure stockée relativement simple et volontairement pour le test aujourd'hui, que j'ai appelé test d'ailleurs. On pourrait ici, dans une procédure stockée, demander à la procédure stockée des variables, d'accord, attendues. Et donc, si je retourne dans Power BI, on pourrait ici, quand on fait une procédure stockée, mettre ces variables. Simplement, on va avoir un petit souci, entre guillemets, comment ça fonctionne. Si je regarde dans Power BI, quand j'appelle une procédure stockée, comment c'est fait? Eh bien, la procédure stockée n'est pas quelque chose qui va être listé comme une table ou comme une vue ou comme une fonction dans Power BI. Je prends un exemple très bête. Si je me connecte à quelque chose d'assez simple, je prends une table, celle-ci par exemple. Quand je regarde la façon dont c'est fait, eh bien ici en fait je vais avoir dans une table, très simplement, il va me demander quoi? Il va me demander le serveur, potentiellement la base, et puis après je vais pouvoir naviguer entre guillemets dans la liste des tables ou des vues qui est à l'intérieur de tout ça. OK? Dans le cas d'une procédure stockée, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il ne va pas me la lister. Ce qui va nous obliger ici, déjà, à devoir le faire entre guillemets à la main. Je vais renseigner le serveur, je vais renseigner la base de données, obligatoire, et je vais venir ici renseigner manuellement la requête que je veux exécuter. Et ça veut dire que si j'ai ici d'ailleurs des paramètres à faire, il va falloir que je sois soit un petit peu à l'aise en SQL, soit qu'on m'ait fait voir une ou deux fois, pourquoi pas, en tout cas le marquer à la main. Et donc ça peut rapidement complexifier le code. Bon, en revanche, la procédure stockée, elle a d'intérêt, elle a du sens. Je vais faire un parallèle tout de suite, c'est que je pourrais écrire avec une procédure stockée appelée dans Power BI dans SQL. Je vous ai dit dans le titre, je peux lire et écrire dans SQL avec Power BI. Pourquoi? Eh bien, si on reprend ma procédure stockée ici, j'ai fait un truc très très simple. J'ai fait tout simplement un insert. Alors, un insert de quoi? J'ai mis quelque chose de très simple. J'ai inséré quel est le user, la date et pour suivre une page par exemple.
Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais exécuter cette procédure stockée, ça va m'insérer une ligne dans ma table. D'accord? Derrière, je fais un select. Ce n'est pas anodin si je fais un select, c'est pour que ça fonctionne dans Power BI. Je reviens dans Power BI. Ça veut dire qu'à chaque fois que la personne maintenant va venir exécuter la procédure stockée qui est ici dans mon code. Je viens faire une exécution de ma procédure stockée. Okay, si je le fais moi ici, je l'essaye, je vais faire directement ça dans mon Power Query. Si je l'actualise, instantanément, je viens de créer une ligne. Je viens de créer une ligne dans SQL. Je recommence. Ici, je le fais. J'ai bien créé une ligne à 13h21, 52 secondes et j'ai bien inséré des informations. Ah ouais, pas mal. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on pourrait, par exemple, j'ai un client, je ne sais pas s'il est présent, je n'ai pas malheureusement regardé, mais on pourrait très bien ici imaginer, se dire, comment je pourrais faire, par exemple, je vais mettre à jour, je voudrais savoir quand je suis sur le web, combien de fois par exemple, les propriétaires de jeux de données le mettent à jour. Est-ce qu'ils le font une fois par semaine, 3 fois par jour, 8 fois dans la semaine ou jamais? Ok? Eh bien, à chaque fois que je vais venir actualiser mon jeu de données, je vais demander à Power BI de venir m'écrire. Je ne vais pas livrer. Ici, vous remarquerez que je ne vais pas livrer potentiellement cette table dans Power BI. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de déclencher ce flux d'inscription de la ligne dans une table SQL. On pourrait potentiellement suivre le nombre de refresh. On pourrait aussi se dire, tiens, tous les, je sais pas, 2 fois par jour, je vais aller consulter un API via Power BI. Et bien cet API ici, je pourrais essayer de récupérer des informations pour les réécrire en SQL via Power BI. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne s'interdit rien. OK? Bon, alors la procédure stockée, c'est bien, ça permet d'écrire, ça permet de faire des choses, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, je me suis dit, mais allons un peu plus loin. On va donc faire la chose suivante, on va aller voir si on crée une fonction SQL. Alors, la différence d'une fonction SQL, ici, c'est que c'est complètement différent dans la façon de travailler, entre guillemets, c'est que la fonction SQL va être, entre guillemets, interrogeable. Donc, je vais venir à droite, c'est toujours le même principe. Dans une fonction ici, je vais faire des fonctions dites, pardon, c'est pas dans la même base, ici, je vais faire des fonctions dites soit scalaires, qui m'envoient une donnée, soit une fonction de table qui me renvoie plusieurs lignes de table. Alors ici, j'ai fait une fonction très simple. Je vais revenir sur Power BI. Cette fonction, à quoi elle sert? Eh bien, tout simplement, je vais prendre celle-ci. J'ai fait une fonction qui va me permettre d'aller chercher des informations. Et par exemple, je dis, bah, tiens, dans Power Query, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je vais convertir par exemple, des colonnes en majuscules, ça prend un peu de temps, c'est un peu long. Pourquoi ne pas créer une fonction dans SQL, d'accord, qui me permettrait de faire ça? Ou alors aussi, on pourrait aussi faire appel, je vais prendre un exemple ici, de se dire, tiens, je vais créer une fonction qui s'appelle KPI SQL, que j'ai mis à droite. Cette fonction KPI SQL, qu'est-ce qu'elle sert? Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Très simplement, elle va faire tout simplement un select, quelque chose de très basique, sauf qu'ici, je vais lui dire, tu me fais un filtre en amont de la demande. Et donc, je vais lui demander une variable qui serait, par exemple, le numéro du territoire. D'accord? Je reviens dans Power BI. Et bien ici, qu'est-ce que je fais? Je vais renseigner mon serveur classique. Et puis, à l'inverse de ce qu'on peut voir ailleurs, ici, si je me mets dans mon Power BI, on va remarquer qu'en bas, je vais avoir ma fonction qui est listée. Et d'ailleurs, c'est une fonction. Quand je vais zoomer un petit peu, je la vois bien ici qui est listée, qui est reconnue comme une fonction, à l'inverse d'une procédure stockée. Okay, cette fonction est un paramètre. Ça veut dire que si je l'appelle, hop, il va me dire, bah, il faut que je lui donne un paramètre. Donc, je vais lui renseigner un paramètre. Par exemple, ici, quand je vais lui dire, bah, j'ai uniquement besoin de mon territoire numéro 3. Je vais donc pouvoir offrir la possibilité de l'utilisateur final, et c'est ça qui m'intéresse. On n'est pas tous des experts d'SQL pour le coup, mais ce qui va m'intéresser, c'est d'offrir la possibilité à l'utilisateur final de, pas sans connaître entre guillemets le langage SQL, de dire bah, moi ce que je veux, c'est le numéro 3. Et ça veut dire que si je le change à la volée, il pourrait faire ça avec une liste, peu importe, dans M, vous savez très bien le faire. Si je veux le numéro 4, instantanément, mon jeu de données, il a changé. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut penser au user final. Et puis, tout à l'heure, je vous ai dit, bah ouais, mais cool. J'ai besoin que pour chacune des lignes, par exemple, je ne sais pas, on va prendre un exemple. Je vais prendre un exemple ici, un exemple concret. Je ne l'ai pas sous la main, c'est pas très grave. Eh bien, j'aimerais convertir bah oui, j'aimerais convertir, c'est très intéressant ça, une colonne en date. Eh bien,
je peux aussi maintenant venir imbriquer, d'accord, une autre fonction directement dans mon code qui, elle, fait appel à une fonction SQL qui va venir itérer. C'est-à-dire ça sera une fonction dite scalaire. Et on pourrait donc déporter le maximum de traitements dans le back-end de SQL Server et libérer, entre guillemets, la puissance qu'on va donner à Power BI pour autre chose. Ok? Donc la fonction scalaire, c'est pas mal. Et la question est, le query dynamique n'est pas pris en compte avec les fonctions. Si. Alors oui et non, on va avoir des petits problèmes de performance et en plus on va avoir en direct, si la question c'est avec le direct query, non, tout simplement parce qu'on va avoir des produits dits récursifs. Par contre, on a une table en local ici qui est appelée en mode import. On peut faire dans une mode import, on peut faire des fonctions qui, elles, seraient automatiquement, entre guillemets, appelées par cette requête. Pas de problème. Mais mélanger la fonction et du direct query, c'est pas le top. Et en plus, c'est pas souvent supporté, pour le coup. Ok, super, je continue un petit peu. Donc ma fonction SQL, ma procédure stockée, donc je peux lire et écrire. Je pourrais aussi m'arranger pour que ça le fasse, entre guillemets, avec une fonction, on pourrait écrire. Mais je me dis, mais ça c'est bien, mais est-ce que je ne peux pas aller encore un petit peu plus loin? Comment faire un petit peu plus loin? Eh bien, il y a une fonction en M que je me suis souvent interrogé dans son utilisation, qui est la fonction qui s'appelle value.nativeQuery. Ah. Value.nativeQuery, à quoi elle peut servir? Eh bien, elle va nous servir à pas mal de choses. C'est ce qui m'intéresse ici, c'est la syntaxe de ça. Pourquoi ça m'intéresse dans la syntaxe? Tout simplement parce qu'ici, en fait, on va pouvoir faire, alors le select étoile, éviter potentiellement, mais on pourrait récupérer tous les champs d'une table avec ici un where et lui mettre une petite variable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avant, si on n'utilisait pas cette fonction-là, on venait, entre guillemets, j'aime pas le mot entre guillemets, bricoler dans le code M, on faisait des concaténations. Je rajoutais un critère et je rajoutais mon esperluette pour faire un bout de critère et puis je remettais un guillemet pour... Et je venais vers des chaînes de caractères très peu lisibles. Or, cette fonction nativeQuery, ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'elle utilise deux choses. Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Première chose, je vais déclarer ma source. J'ai un serveur SQL, basique, simple. Je renseigne ici ma source. D'accord? Et je vais rentrer un peu dans le code avancé. Ici, je vais zoomer un petit peu pour vos petits yeux. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je vais utiliser cette fonction de dire, OK, dans la source que j'ai identifiée, qui peut être chez moi un paramètre, c'est un paramètre, donc tout est en plus potentiellement gérable par paramètre sans problème. Eh bien ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une requête très simple avec mes conditions, mes prédicats, mes agrégats potentiels, etc. Et en dessous, dans cette fonction, je vais lui dire que le arrobas que j'ai déterminé ici, qui est donc ma variable attendue, d'accord, va être égal à quelque chose, soit je mets en dur, soit après, vous le verrez, on fera appel à une autre table. Donc en termes de syntaxe, c'est beaucoup plus simple, facile à administrer et beaucoup plus clair, pardon. D'accord? Et si je fais OK, eh bien, on remarquera quelque chose. J'ai toujours ma requête native. Ça veut dire que 100% de mon query folding est utilisé du côté SQL. Et je regarde ce qu'il envoie, il m'envoie bien quelque chose de très propre, de très simple. Ça fait aussi la différence. OK? Bon, très bien. Maintenant, on pourrait se dire, ben, ouais, c'est pas mal. On pourrait imaginer se dire, est-ce que je peux ici, dans une procédure stockée, pardon, je vais le faire ici, appeler, donc j'ai une table par exemple, est-ce que je peux utiliser cette colonne calculée, qui est donc une value.nativeQuery, qui fait appel à une requête SQL, par exemple de dire, bah tiens, à chaque fois que j'ai une ligne, j'aimerais que ça me ramène dans Power BI, effectivement, les lignes qui sont concernées par une autre vue. Par exemple, ici, à chaque fois que j'ai cet utilisateur qui s'appelle KPI SQL, ramène-moi des informations le concernant devant chacune des lignes, ce qui revient à faire une fusion de requêtes en Power Query. Eh bien, vu que c'est une fonction M, je peux très simplement ici faire quoi? Ajouter une colonne personnalisée. Dans cette colonne personnalisée, qu'est-ce que je peux faire? Vous allez retrouver ici quoi? Eh bien, une vue, par exemple. Et je vais exactement utiliser la même syntaxe, sauf que maintenant, la syntaxe, mon paramètre ici n'est plus en dur, mais fait appel à la table qui est derrière. Ça veut dire que pour chacune des lignes, je vais pouvoir exécuter. Vous le voyez en bas ici. Hein, ici, vous le voyez bien en bas. Ici, tac, en théorie, si je fais ça. Si vous le faites comme ça, hop,
si vous le mettez ici, là, vous voyez de l'autre côté la flèche, Guillaume. Là, je vais y arriver. Je vais y arriver, ma flèche. Vous voyez bien ici qu'à chaque fois que je change de ligne, eh bien, j'ai bien ma requête qui s'exécute de façon différente en fonction d'un critère. Alors attention, quand on envoie de la requête récursive comme ça dans Power BI par des lignes, il faut être très à l'aise avec ces index, la façon dont on a construit les tables, etc. Que ça soit bien nickel de l'autre côté, qu'on ait la ressource qui va bien. Okay, donc il y a pas mal de choses. Donc beaucoup de solutions pour contourner les trucs. Bon, je continue. Maintenant, on se dit, tiens, je vais prendre un exemple. On va faire peut-être encore un petit peu bête. Je vais prendre cette table-là, par hasard. Et puis, on va regarder un peu ce qui se passe du côté, encore une fois, profiler. Je vous rappelle, je vais relancer mon profiler. Je vais lancer la trace. Très bien. On y va. Je vais lancer cette mise à jour. Donc, j'ai lancé à droite un profiler qui est ici. Et sur vos écrans, je vais ici lancer, alors c'est tout petit, mais pour que vous voyez, je vais lancer juste simplement ici une mise à jour de cette table-là. Parfait. Je vais prendre ici, je vais refaire un autre exemple aussi, on va faire plusieurs exemples. Nickel. Parfait. Je vais remettre mon écran de droite. Et puis, je vais regarder un petit peu ce qui se passe ici. On va regarder s'il me trouve. On va regarder, je cherche l'information que je souhaite vous ramener sur l'écran. On va regarder un peu. Parfait. Je vais le fermer. Je vais relancer une autre mise à jour parce qu'il ne m'a pas fait ce que je voulais dans la trace. Je pense que je n'ai pas pris la bonne trace, ce n'est pas gênant. Je vais relancer dans Power BI. Donc, je vais repartager mes doubles écrans. Voilà. On va attendre qu'il nous fasse notre petit truc. Et ici, je vais relancer une mise à jour. Je vais actualiser la page. Dans Power BI, pas de problème, il est actualisé. Boum. En droite, il aurait dû me faire ce que je souhaite. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il a fait ici de l'autre côté dans Power BI? Regardez ici ce qu'il nous a fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être petit. Je vais essayer de zoomer sur cet écran. Vous voyez qu'à chaque fois ici, il m'envoie un top 1 million une ligne. Pourquoi 1 million une ligne? Alors, tout simplement, par défaut, quand on fait du SSAS, le bornage maximum de lignes, ok, est d'1 million une ligne. Mais pourquoi avoir, entre guillemets, mis un taquet à 1 million une ligne? Ben, tout simplement pour des raisons simples et évidentes de renvoi de données. Parce que là, sur des choses comme ça, si on renvoie 10 millions de lignes, vous imaginez bien qu'en termes de volumétrie, ça peut se compliquer. Okay, eh bien, on pourrait se dire, mais non, mais moi j'ai besoin de 4 millions de lignes parce que j'ai très peu de colonnes à ramener, ou même pour des besoins métiers, j'ai besoin de ramener plus d'1 million de lignes. Alors, je vais encore faire appel à tout à l'heure. Je vais revenir un petit peu en arrière ici. Je vais revenir appel à mon dossier de tout à l'heure. Vous vous rappelez, quand on a ouvert notre Power BI ici, il y a tout un paquet de fichiers qui sont créés automatiquement. Bon. Eh bien, ici, on a un fichier qui s'appelle msmdsrv.ini. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ben, on va aller jeter un petit coup d'œil dedans, et puis on va venir un peu l'éditer. Alors, il est un peu en mode barbare, hein, cette chose-là. C'est simplement un fichier XML qu'on connaît bien. Et puis, en fait, on pourrait peut-être aller vérifier ce qui se passe un peu dans ce fichier-là pour voir pourquoi, en fait, c'est, entre guillemets, limité à 1 million de lignes. Cherchez mon mot. Je vais aller chercher donc ici quelque chose. Et puis, dans mon DAX, ici, on voit qu'il y a un pavé qui s'appelle DQ, Direct Query. Ah ouais. Et puis, si on regarde un petit peu la doc à droite, à gauche d'SQL chez Microsoft, eh bien, il y a une petite ligne qu'on pourrait rajouter ici, qui s'appelle le nombre de lignes que je peux ramener dans un jeu de données. Ah, intéressant. Ça veut dire que ici, si je la mets à 2 millions, j'enregistre ce fichier-là. D'accord? Je vais venir tout simplement l'enregistrer. Et puis, je vais relancer ma manipulation de tout à l'heure. Je vais donc vous remettre à droite, maintenant. Je vais refaire la mise à jour et je vais relancer mon profiler ici. J'actualise mes données. Je vais attendre que le profiler s'excite un petit peu à droite. Voilà, c'est le cas. Il m'a créé un certain nombre de lignes. Et puis, je vais regarder un peu ce qui s'est... Hop, je reviens sur mon bout de code. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je viens donc d'exploser les limites potentielles. Alors attention, hein, warning à ce qu'on fait ici, parce qu'on peut vite fait faire des bêtises. Mais ici, on a bien viré le nombre de limitations. En revanche, on peut le faire à l'inverse. On peut aussi imaginer que dans des jeux de données spécifiques, par exemple, on va limiter la remontée d'informations à 10 000 lignes. Pas de problème. Tout ça se gère. Ce qu'il faut être, c'est curieux. Tout ce qui se passe derrière dans le back-end de SQL. OK? Bon. Maintenant qu'on a fait tout ça, super, on a bien avancé quand même, etc. On va revenir un petit peu dans Power BI et puis on se dit, ouais,
des jeux de données, je sais lire, je sais limiter le nombre de lignes, je sais envoyer des paramètres, je peux essayer d'écrire, on y retournera encore un peu dans l'écriture. Mais est-ce que j'ai besoin de dire, ben, moi j'ai besoin de 3 ans d'historique, donc ça c'est bon, je sais faire, mais dans mes 3 ans historiques, je sais que j'ai 2 ans qui ne bougent jamais. Mon historique d'il y a 2 ans, il est figé dans le marbre. Vous connaissez tous en Power BI la fonctionnalité d'actualisation incrémentielle. Qu'est-ce que c'est que cette incrémentation incrémentielle? Eh bien, en fait, c'est de permettre ici à Power BI de lui dire, je vais effectivement, dans ma table qui fait 25 ans d'historique, ne garder 3 ans, parce que moi, dans mon métier, encore une fois, il faut penser métier, dans mon métier, je n'ai besoin que d'analyser 3 ans, hein, vous voyez. Et puis ici, par exemple, de lui dire, bah tiens, je n'ai besoin de remonter dans ce périmètre toutes les lignes qui ont été modifiées, entre guillemets, il y a au moins 2 jours. Celles qui ont été, enfin, tous ces qui ont été modifiées il y a 2 jours, je les remonte. Les autres n'ont pas d'intérêt, n'ont pas bougé, elles n'ont pas été modifiées. OK? Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, on va faire un petit test. C'est que on va voir un peu comment fonctionne Power BI. Alors, l'incrémentiel est important. On va volontairement ici republier mon rapport. Alors, vous verrez qu'il y a un petit temps de latence de publication. Pourquoi? Parce que je vais venir écraser ce que j'ai déjà fait, entre guillemets, sur le service. J'expliquerai juste après. Et donc, je vais vous chanter une chanson pendant le temps de republication de mon rapport. Sauf s'il y a des questions dans le chat, c'est le moment de me les poser. Mais là, je renvoie cette chose-là dans le chat. Sur le portail du service, pardon. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de publier et je suis en train de, sur l'autre écran que je vais vous partager dans 20 secondes, je vais vous remettre ma page une fois que ça sera publié. Pendant ce temps-là, je vais dire à notre ami, par exemple, SQL, donc je vais prendre mon écran de droite, lui dire, bah tiens, pour l'exemple, je vais simuler un changement de data dans mon jeu de données. OK? Et donc, je vais dire, bah tiens, je vais modifier des données au 25. Allez, je vais faire endure ici, sauf que je ne suis pas dans la bonne base. Hop, je vais ici le verbe endure, je vais donc modifier 116 lignes. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que sur le web, une fois que c'est publié, je vais attendre mon espace de travail. Je vais regarder s'il y a des questions sur le chat. Bonjour à tous. Pour la chanson, les avis sont partagés. Ouais, c'est pas cool. C'est vrai que je ne suis pas un grand chanteur. Ici, qu'est-ce qui va se passer sur le web? Eh bien, je vais attendre ici qu'il soit publié, je vais attendre qu'il se mette à jour, et on va regarder ce qui se passe du côté SSAS. C'est parfait, il est publié. Donc ici, maintenant, je devrais voir ici mon jeu de données publié à 13h38. C'est parfait. Je vois que l'heure tourne en plus. Qu'est-ce qui se passe? La première fois que je le publie, eh bien, je vais regarder un peu comment c'est analysé de l'autre côté. Donc, je vais me connecter au cube, pour le coup. Le cube qui est sur le Power BI Service. OK? Et puis ici, je vais l'actualiser pour voir si tout se passe bien. On va voir s'il est toujours parmi nous, notre cube démo SQL. On va attendre quelques instants, parfait. Et puis dans cette table-là, je me dis, bah tiens, rappelez-vous de l'autre côté, dans Power BI, j'ai mis une incrémentation différentielle ici sur la table qui s'appelait Sales Order Header. Je reviens à droite. Eh bien, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des partitions. Pourquoi des partitions? Ça, je finirai après là-dessus. Il y a un dernier exemple, comment écrire dans SQL. Vous remarquez qu'ici, il s'est bien mis à jour à 13h35. Mais en fait, il y a un gros paquet de 31 000 lignes. Alors, j'ai volontairement pris un petit jeu de données pour aller vite dans la démo. Mais il y a un gros paquet de 30 000 lignes. Et puis, si on est un petit peu SQL en tête, on se dit que dans SQL, il y a une notion de partition. Vous savez, où on peut, entre guillemets, venir diviser des portions de données dans des fichiers logiques comme ça pour aller beaucoup plus vite dans le temps de traitement et se dire, au lieu de ramener 30 000 lignes chaque fois que je mets à jour, je vais mettre à jour uniquement ce dont j'ai besoin. On va faire un petit test. Je vais donc sur le web. Ce jeu de données, je vais l'actualiser. OK? Il va prendre peut-être 5-6 secondes, 10 secondes, je ne sais pas. On va attendre. La petite roue crantée, ici, est en train de tourner. On va attendre quelques instants que ça le fasse. Là, pour le coup, en théorie, je n'ai pas besoin de mettre une petite chanson, parce que ça devrait aller relativement vite. Pas de souci. Tac, on va le faire. On va attendre quelques instants qu'il se termine. Et une fois que c'est terminé, on va retourner dans notre SQL Server, dans la partie SSAS, voir comment, lui, de son côté, il a fait cette chose. C'est parti. Il a fini son rafraîchissement. Je reviens ici, je regarde un petit peu maintenant ce qui se passe au niveau de mes partitions. C'est important parce que c'est du SQL derrière au final. Oh, ça change tout.
Qu'est-ce qui s'est passé in fine? Je lui ai demandé 3 ans. Donc, il m'a créé 3 partitions pour les historiques. 3 ans d'historique. Et je lui ai dit, bah tiens, moi j'ai besoin que tu me ramènes uniquement ce qui a été modifié les 2 derniers jours. Donc il m'a bien mis à jour ici quelque chose. On va faire un petit test, 13h40. Maintenant, je vais mettre à jour mon jeu de données. Je lui ai dit, bah tiens, je vais simuler encore un changement et je vais lui dire, tout compte fait, les lignes ont été modifiées le 24. OK? Je simule un changement, je mets des lignes arbitraires. Je retourne sur mon service, et là, très rapidement, je vais le mettre à jour, et en quelques secondes, on va voir ce qu'il fait. Ça devrait être relativement rapide. Pourquoi ça va être rapide? Parce que là, maintenant qu'il a implanté, vous avez vu le temps de rapidité par rapport à tout à l'heure. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il a implanté ces fameuses dites dimensions, on va regarder un petit peu, mais dans l'historique, ici, j'ai mis 6 secondes, quand alors j'en mettais quasiment 30. 6 par rapport à 30. Okay, je reviens dans mon SSAS ici, et je vais regarder un peu ce qui s'est passé sur mes partitions. Et bien, qu'est-ce qu'a fait en fait notre ami SQL, serveur, derrière? Qu'est-ce qu'il a fait? Si je zoome ici, eh bien, on se rend compte qu'il n'a pas mis à jour les autres partitions, mais bien uniquement mes 116 lignes tout à l'heure que j'ai modifiées. Ça change tout. En termes de performance, en termes de charge sur les serveurs, ça change tout. Le jeu de données original des 3 ans historiques n'a pas bougé. Ils auraient bougé uniquement si j'avais une ligne, par exemple, qui aurait été modifiée aujourd'hui. Ça, c'est important. Et là, en termes de performance, on est dans une autre dimension. On est vraiment sur autre chose. Donc, en gros, en résumé, qu'est-ce que je vous dis là? Faites très attention quand vous faites du SQL. On se dit, ouais, c'est simple, une base SQL, je connais, select étoile, 3 machins. Pas du tout. Ça demande d'autres réflexions en amont. Ça demande des réflexions métiers. Ça demande des réflexions techniques pour le faire. Bon. J'aimerais quand même finir sur un petit truc. C'est la fonction d'écrire dans SQL. Pour moi, il y a 2 choses. Power BI fait un outil qui fait partie de la Power Platform. Alors, on pourrait passer par un autre biais qui serait, alors, pour le coup, là, je vais partir sur mon Power BI, on pourrait, de façon évidente, créer un Power Apps classique, très simple, d'accord? Et lequel, dans ce Power Apps, en fait, pourrait venir, lui, être connecté, on va dire ça entre guillemets, en temps réel à notre jeu de données. Alors, mon Power Apps, on va le mettre sur l'autre écran, pour le coup, qui est ici. Voilà. Ce jeu de données, en fait, il pourrait être, lui, directement lié, là, en direct query sur la base SQL. Et en fait, ce Power Query pourrait nous servir à faire quoi? Eh bien, tout simplement, pourrait nous servir à venir écrire dans les bases. Alors, qu'est-ce qui se passe si je l'intègre dans Power BI? C'est possible, bien évidemment, vous le savez, ça. Donc, mon Power Query, mon Power Apps, il est bien dans mon Power BI. Et donc, depuis Power BI, quelque part, si je prends par exemple le profil de Julie, tiens, admettons, et ben, je vais dire que Julie, ici, je vais pouvoir gérer de la RLS et dire, bah tiens, maintenant, tu as accès au Canada. Ça veut dire quoi de l'autre côté? Ça veut dire que si je reviens dans SQL Server, ici, si je reviens dans mes bases de données, sur lesquelles j'ai fait de la directe, et que je prends lui dire, bah tiens, ici, par exemple, dans les listes des droits d'accès, je vais faire un exemple, on va regarder un peu ce qui se passe, on va faire une petite requête. Mettons ici, je pense que Julie est mon collaborateur numéro 3, d'accord? On va dire que c'est mon collaborateur numéro 3. Ici, j'ai bien la liste des pages. Et si je regarde vers les droits, et je vais dire, bah tiens, ici, maintenant, je voudrais la France. La France, donc, ici, sur mon écran de gauche, je viens de faire quoi? Je viens de faire France, Germanie, etc. Je viens de les intégrer. Ce qui va se passer à droite, si je reviens ici, en temps réel, j'ai bien écrit dans mes bases. Depuis Power BI. Pourquoi pas? Enfin, on pourrait aussi se dire, on ne pourrait pas utiliser du code R, c'est natif R. Eh bien, on pourrait aussi se dire la chose suivante, de façon un peu plus aboutie, entre guillemets, que ma procédure stockée. Pourquoi? Pour finir là-dessus, eh bien, si je prends ici, par exemple, ici, la notion toujours pareil de la gestion des logs. Le gros avantage ici, c'est que quand on est dans un code SQL, dans un code R, pardon, on a la possibilité d'embarquer ici la notion dite de dataset. Le dataset est ni plus ni moins, en fait, qu'une table qu'on pourrait avoir en amont. D'accord? Une table de 5, 10, 15 champs, un retour d'API, quelque chose. Et donc, on pourrait lui dire qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il vient récupérer le contenu de la table qui est livré sous la forme de dataset, d'accord? Et grâce à un code R très simple,
on va pouvoir écrire l'intégralité de cette chose-là directement dans SQL à chaque refresh. Donc, on peut écrire, on peut lire, on peut optimiser par plein de biais différents en SQL. Pas de souci là-dessus. Moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous poser une petite question, c'est la RLS. Et on terminera là-dessus parce que je dois leur retourner. La RLS, c'est un peu ce qui est ici. La RLS, ben, on la gère très souvent dans Power BI, vous savez, ça vous connaissez très très bien, on modélise, on crée des rôles, on va créer des rôles comment? Ben, je vais prendre un rôle un petit peu particulier, un petit peu too much, ici j'ai créé un rôle un peu complexe qui vient de gérer à la volée des choses un peu différentes. Quiz d'SQL. Est-ce qu'on pourrait potentiellement quelque part faire des vues préfiltrées par le user qui se connecte? Oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Si c'était ma RLS, je reviens dans les rôles, et si je ne vous ai pas fait voir, je n'ai pas changé d'écran, je reviens dans ma RLS, pardon, ici, j'ai fait des rôles un peu compliqués qui vont générer des choses à la volée. Bref. Comment faire ça en SQL? Ben, de façon très simple. En fait, on pourrait faire la chose suivante, c'est que si j'ouvre une requête toute bête, par exemple, ici, je vais la prendre ici, je pense que je l'ai mise quelque part, je ne sais pas où je l'ai mise, tiens, c'est une bonne question, RLS, j'ai dû la mettre ici. Eh bien, vous savez que SQL, il fait pareil, il utilise des tokens de connexion quelque part. Eh bien, ici, on pourrait utiliser la fonction system user, par exemple, dans un SQL, mais ici, je vais faire un exemple. Je vais me prendre moi en dur parce que je ne suis pas connecté, j'envoie un mauvais jeu de compte de connexion, mais ici, si j'utilise dans une table, si je récupère la personne qui se connecte en fonction de l'autotentification qu'on a fait dans Power BI, si on l'a fait en mode SQL, c'est plié, ça n'ira pas. Par contre, si on l'a fait avec l'AD, si on l'a fait avec le user Windows, eh ben, SQL va regarder qui appelle cette connexion, va donc récupérer l'appelant, et on pourrait faire des vues directement filtrées depuis SQL, renvoyer une vue directement filtrée, et potentiellement s'affranchir de ça. Quiz du online sur le service, c'est vrai, tout dépend comment ça fonctionne. Sur le direct query, j'aurai moins de problèmes. En revanche, avec la passerelle, je vais avoir quelques soucis, parce que dans la passerelle de données, vous savez qu'on met un user dessus. Donc là, je vais avoir quelques soucis, mais sur un direct query, pas de problème. On pourrait s'affranchir des limitations qu'on connaît sur la RLS avec le direct query dans SQL en faisant cette méthodologie-là. Voilà, je vois qu'il est 13h50, on va tous devoir aller retravailler. J'avais encore des choses à vous dire, mais je n'ai pas tout fini. Y a-t-il, et là c'est le moment, des observations, des questions sur le web? Y a-t-il des choses que je n'ai pas faites? À un moment, j'ai remis mes écrans, je pense que c'est le bon. Y a-t-il des choses? N'hésitez pas à me poser des questions. Potentiellement, s'il n'y a pas beaucoup de questions, à ouvrir vos micros s'il y a une question de vive voix à poser. Sinon, eh ben, je pense que vous allez tous devoir aller retravailler. S'il n'y a pas de questions, je termine l'enregistrement. Personne dans le chat? Vous êtes tous là? Personne, c'est sûr? Même un petit au revoir, coucou, c'est bon? Bon, ben, je pense que c'est OK. J'arrête l'enregistrement.